Sur Nelly. Bien, mes chers collègues, donc nous sommes très heureux d'accueillir pour la, je ne sais pas combienième fois, le président de l'ARAFER. Sa présence, évidemment, et son audition sont totalement justifiées par rapport à notre actualité législative, puisque nous examinerons dès demain matin le projet de loi ferroviaire, avec, je crois, 162 amendements qui ont été déposés. Non, je croyais que vous vouliez m'interrompre. Oui ? Ah non, pardon. Je croyais qu'il y avait une demande de parole à ce stade. Et donc, il nous paraissait évidemment à la fois naturel et utile, Monsieur le Président, que vous veniez aujourd'hui pour nous donner un petit peu votre avis sur ce projet de loi. Nous nous réjouissons que l'Assemblée nationale ait renoncé à revenir sur le nécessaire avis conforme de l'ARAFER en matière de redevance des infrastructures. Nous sommes, je crois pouvoir dire, unanimement très attachés au rôle de l'ARAFER et très conscients du travail de grande qualité qui est fait par l'ARAFER, et nous sommes toujours très vigilants sur le fait que ces prérogatives soient respectées et, si possible, d'ailleurs, confortées. Donc, même si vous êtes tenu par un certain devoir de réserve, on aimerait que vous puissiez nous donner votre avis sur ce projet de loi qui est loin d'être abouti, puisque, comme vous le savez, on est parti d'une loi d'habilitation qui progressivement se transforme en loi, on va dire, ordinaire, avec des mesures dans le dur. Et comme vous le savez, c'est au Sénat que la partie sociale va s'écrire, et donc on va avoir un rôle très important à jouer. Donc, Monsieur le Président, ce serait bien que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de ce texte, en quoi on pourrait éventuellement encore l'améliorer, quels sont, si on regarde les exemples étrangers, ceux qu'il faut suivre ou ne pas suivre, et puis sans doute que vous nous expliquerez aussi en quoi le rôle de l'ARAFER va être conforté de par cette ouverture à la concurrence qui effectivement va encore donner un rôle plus important à l'ARAFER, ce dont, comme je l'ai indiqué, nous nous réjouissons. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire, Monsieur le Président, avant de vous laisser la parole et avant de la donner après aux rapporteurs et aux différents membres de la Commission qui auront certainement pas mal de questions à vous poser. Merci, Monsieur le Président, cher Hervé Maurey. Je voudrais saluer le rapporteur de ce texte, Monsieur Gérard Cornu, et m'adresser à vous, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les sénatrices, pour évoquer ce pacte ferroviaire qui, enfin, est soumis à la sagacité du Parlement. Et il est vrai que c'est fait d'une manière un peu particulière, puisque le gouvernement a choisi de légiférer par ordonnance. C'est un droit constitutionnel. Mais on est passé d'une loi d'habilitation qui devait être suivie par des ordonnances à une loi d'habilitation qui a été enrichie à l'Assemblée nationale, puis par votre commission, avant de l'être, je le suppose, et je l'espère même, demain, pour inscrire dès la loi d'habilitation dans le dur un certain nombre de dispositions législatives qui donc ne pourront pas être réglées par la rédaction des ordonnances. Elles le seront, elles l'ont été dans le dur qui a été inscrit à l'Assemblée nationale, et elles le seront, si j'en crois ce que j'entends, ce que vous entendez, d'une manière peut-être encore plus lourde, plus importante, plus dense, oui. Merci, Monsieur le rapporteur, à l'occasion de la lecture du Sénat. Monsieur le Président, vous venez d'évoquer la question sociale, et il est vrai que sur cette question sociale, l'ARAFER n'a aucune compétence, et je ne m'exprimerai donc pas sur ces questions qui sont des questions statutaires, même si je vous dirai un mot de la question du transfert des personnels. Mais il n'y a pas en deuxième lecture, si j'en crois, en première lecture au Sénat, si j'en crois les nombreux amendements que j'ai parcourus avant de venir vous écouter,
il n'y a pas que les questions sociales qui peuvent être inscrites dans le dur à l'occasion des travaux parlementaires que vous allez commencer demain. Et donc je voulais commencer par cette petite diversion pour dire qu'on est dans un cadre très particulier, que le Parlement a dans ce cadre très particulier d'une loi d'habilitation un rôle que je n'ai jamais connu. J'ai été 20 ans parlementaire, je n'ai jamais connu ça, où dans une loi d'habilitation, on peut faire du travail législatif qui se fait en dehors d'une loi d'habilitation en inscrivant dans le dur dès la loi d'habilitation un certain nombre de dispositions. Donc merci encore, cher Hervé Maurey, de me permettre de m'exprimer devant la commission, votre commission. Je sais que les auditions ont été peu nombreuses et je suis d'autant plus sensible. Je pense que vous n'avez reçu que la ministre, bien évidemment, la ministre des Transports, avant de me recevoir au nom de l'ARAFER. Je me permets maintenant d'évoquer, j'avais dit au président Maurey une vingtaine de minutes, je vais essayer de le faire en une vingtaine de minutes. Évoquer en une vingtaine de minutes, balayer les questions qui se posent aux yeux du régulateur, ou parce qu'elles ont bien avancé et qu'elles peuvent peut-être recevoir une petite touche finale de la part du Sénat, ou parce que je considère qu'elles nous posent un certain nombre de questions qui relèvent de la compétence du régulateur. Je rappelle que le régulateur est né en 2009, justement pour accompagner l'ouverture du marché. C'est les instances européennes qui ont aussi souhaité, comme c'est le cas dans l'énergie ou dans les télécommunications, qu'il y ait un régulateur qui accompagne la démarche d'ouverture du marché. C'est en 2009 que nous avons été créés. Nous nous appelions à l'époque l'ARAF et nous sommes devenus l'ARAFER par la volonté du législateur qui nous a donné en 2005 un certain nombre de compétences dans le domaine des transports routiers et du secteur autoroutier. Nous sommes devenus un régulateur multimodal, mais là on est dans le cœur du métier de l'ARAF, la création du régulateur à l'origine, c'est-à-dire l'accompagnement de l'ouverture du marché du transport ferroviaire. Et j'en viens maintenant aux 7 ou 8 questions que je vais balayer rapidement. Et ensuite, je pense que le dialogue, les questions-réponses permettront d'approfondir tel ou tel point. Les 7 ou 8 questions qui méritent aujourd'hui, à la veille de l'ouverture de votre débat au Sénat demain, d'être évoquées. La première question, elle est lourde. C'est celle de la structuration qui est proposée du groupe ferroviaire. Et pas seulement celle de la structuration, puisque l'article 1er acte la transformation du groupe public ferroviaire en un groupe public unifié avec une société nationale à capitaux publics, SNCF, détenant intégralement 2 sociétés nationales, SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Donc pas seulement la structuration en société anonyme à capitaux publics de l'ensemble du groupe, mais le fait qu'il soit vertical, comme l'est l'établissement public aujourd'hui, et que cette question, cette structuration, pose la question de la nécessaire indépendance du gestionnaire d'infrastructures, qui constitue une problématique essentielle à prendre en compte, et y veiller reste une des missions essentielles de l'ARAFER. Le renforcement des garanties d'indépendance de réseau dans le projet de loi apparaît à cet égard crucial. La directive de 2012, puis celle de 2016, ont conforté à chaque fois la nécessité de rappeler ce que les parlementaires, Assemblée nationale et Sénat en 2014, ont appelé la muraille de Chine autour du gestionnaire d'infrastructure pour qu'il puisse réellement affirmer son indépendance vis-à-vis des autres acteurs et notamment des entreprises ferroviaires, l'entreprise nationale jusqu'à présent, les autres entreprises dans le cadre de l'ouverture du marché. Et de ce point de vue, je crois que la vigilance s'impose. Certes, l'exécutif en a conscience, puisque le projet de loi, en modifiant le Code des transports,
pour confier à Réseau l'exercice de missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire répond en partie à ces critiques. Certes, le gouvernement en a conscience, puisque la ministre a indiqué devant vous, la semaine dernière, lors de son audition, que le gouvernement serait amené, lors de l'examen du texte au Sénat, à clarifier la répartition des missions transversales entre la holding de tête et SNCF Réseau. Mais je ne peux m'empêcher de constater que des interrogations importantes demeurent sur le périmètre des missions de la holding SNCF au regard du fonctionnement qui devrait être indépendant de Réseau. Car, pour conforter l'indépendance de Réseau, plusieurs questions méritent des réponses précises. Quelle maîtrise pour Réseau de sa gestion des ressources humaines? Quelle maîtrise pour Réseau de ses systèmes d'information? Quelle maîtrise pour Réseau de ses fonctions juridiques? Aujourd'hui, ces fonctions sont centralisées, elles sont transversales, assurées par les pics de tête. Si demain la fonction juridique de Réseau, gestionnaire d'infrastructure, est assurée par un épique de tête qui détient le capital d'une société qui s'appelle Mobilité, et que Réseau est en conflit, ou que Mobilité est en conflit avec une autre entreprise ferroviaire, c'est le service juridique qui couvre à la fois Réseau et à la fois Mobilité qui va être le représentant de l'entreprise ferroviaire qui est en cause dans un conflit. Ça n'est pas possible. Si Réseau veut maîtriser son personnel, y compris dans le cadre de la recherche de performance à laquelle on tient tant, comment voulez-vous qu'il le fasse si la gestion de ce personnel lui échappe? Donc ces questions méritent d'être posées. Et des garanties d'indépendance doivent être apportées à Réseau dans le cadre de cet exercice législatif. Et cette garantie d'indépendance, elle concerne aussi d'autres sujets. La gouvernance. Alors il y a une disposition en dur dans le texte, c'est l'article 2 octies du projet de loi, qui prévoit qu'on ne peut pas être en même temps administrateur de Réseau et administrateur de Mobilité. Certes, c'est essentiel, mais rien n'est dit sur la possibilité de cumul entre la société de tête, holding, et SNCF Réseau. Et ça doit être clarifié, car il ne peut y avoir d'interférence entre les décisions qui seraient prises par la holding de tête et les décisions de Réseau, sous peine de mettre en cause l'indépendance de Réseau. Et au-delà de la question de la gouvernance, se pose une autre question sur laquelle je me permets d'insister, puisque dans la première liasse d'amendements, il y avait 1 ou 2 amendements sur cette question qu'ils ont disparu dans la dernière liasse, qui concerne le lien entre les différentes sociétés de la holding. Puisque Réseau, Mobilité et la holding de tête vont se retrouver dans une même société, mais avec des missions d'interactivité. Par exemple, Réseau, avec ses gares, fera payer des péages à Mobilité. Il est essentiel de s'assurer que la facturation de ces prestations internes au groupe seront vraies et seront les mêmes pour tout le monde, que Mobilité paiera la même chose pour rentrer dans une gare que telle ou telle société qui entrerait sur le marché et qui entrerait dans la même gare. Et pour le faire, il y a 2 conditions. Elles sont d'ailleurs reprises du monde de l'énergie, qui a une plus grande ancienneté dans l'ouverture du marché que le monde du ferroviaire. C'est de dire toutes ces prestations doivent être facturées au prix régulé lorsqu'il s'agit de prestations régulées, validées par le régulateur, et au prix du marché lorsqu'il s'agit de prestations qui ne sont pas régulées, qui ne sont pas validées par le régulateur. Il y avait un amendement, même plusieurs, et puis bizarrement ils ont disparu. Je pense qu'ils ont disparu parce qu'on a demandé qu'ils disparaissent. C'est normal, c'est le jeu classique du dialogue entre l'exécutif et le législatif. Mais je veux dire que si cette disposition n'est pas inscrite dans le dur ou dans les ordonnances,
Que se passera-t-il? L'ARAFER sera saisie de procédures en manquement. On nous dira il y a eu une subvention croisée parce que Réseau a fait payer à Mobilité moins cher qu'il a fait payer à Transdev ou à tel autre sur la même prestation. Et nous, on devra instruire une procédure en manquement et décider de sanctions éventuellement. On peut s'éviter tout ça si on l'inscrit dans le dur. Et puis il pourrait y avoir pire. C'est qu'une société de transport ferroviaire qui se verrait lésée par une tarification qui serait différente saisisse l'autorité de la concurrence pour distorsion de concurrence. J'aime mieux qu'on évite ça. Et j'aime mieux que le Parlement permette d'éviter ça plutôt que d'aller vers ce type de situation. Donc l'indépendance qui doit être placée sous le contrôle de l'ARAFER me semble un point essentiel de sortie de cet exercice législatif. Et je veux le dire, il ne revient pas à l'ARAFER de se prononcer sur le choix d'organisation du groupe public ferroviaire. Mais le cœur de notre mission, c'est de nous assurer que toutes les garanties sont apportées à l'indépendance de Réseau. Et à cet égard, j'ai le sentiment, même si cela peut vous paraître sévère, que nous reproduisons la même erreur dans le ferroviaire que dans l'énergie, il y a quelques années. Les murailles de Chine qu'il convient de construire pour garantir l'indépendance du gestionnaire d'infrastructures conduisent à des monstres de lourdeur et de complexité, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple et moins coûteux pour la collectivité de faire le choix non d'un groupe unifié pour la collectivité, faire le choix d'un groupe, d'une séparation de l'entreprise ferroviaire et du gestionnaire d'infrastructures en deux entreprises distinctes qui auraient très bien pu être des entreprises à capitaux publics, qui auraient eu la même forme que celles qu'elles ont aujourd'hui, mais pas dans une holding. Deuxième problème, j'ai été plus long sur celui-là que sur les autres. Deuxième question qui se pose, mais qui celle-là me semble être en voie de résolution ou résolue, c'est la question de l'indépendance des gares de SNCF Mobilité. Les gares dépendent de SNCF Mobilité. Le président Mauret l'a évoqué dans sa PPL avec Louis Nègre. Nous avons fini par être entendus, Président. Vous le disiez, l'ARAFER l'écrit, le dit dans ses rapports depuis 4 ans maintenant. On ne peut pas maintenir Gares & Connexions dans le giron de l'entreprise ferroviaire Mobilité. Il faut lui donner une certaine indépendance. La proposition qui est faite par le gouvernement est de rattacher Gares & Connexions sous forme de société anonyme à Réseau. Ça nous semble être la bonne solution. Il reste à mon sens une ou deux questions à régler, je les évoque rapidement. La première, elle n'est pas neutre, c'est celle du personnel. Encore une fois, gestion du personnel. Vous savez, aujourd'hui, il y a 17 000 personnes qui travaillent dans les gares aujourd'hui, tous les jours. 17 000 personnes. Sur ces 17 000, il y en a plus de 15 000 qui viennent de Mobilité, qui ne sont pas gérés par Gares & Connexions, qui sont gérés par Mobilité. Et donc, demain, donner à Gares & Connexions son indépendance, sa capacité de pouvoir se développer, c'est très porteur, les gares, aujourd'hui. Pouvoir se développer, c'est lui donner aussi la maîtrise de son personnel, et donc de l'ensemble des 17 000 agents qui sont nécessaires au fonctionnement des gares aujourd'hui. Deuxième question, le foncier. Il me semble que c'est le moment, au moment où on donne l'autonomie dans une société aux gares, à la gestion des gares, de lui permettre de récupérer le foncier, qui est géré aujourd'hui par d'autres entités de la SNCF. Et troisième question, sur lesquelles les sénateurs sont bien plus indiqués que moi pour avancer des propositions qui pourraient s'inscrire dans le dur, c'est la possibilité qui doit être donnée à tous les élus régionaux, toutes les régions qui le souhaitent, de pouvoir se voir déléguer la gestion des gares monotransporteurs. C'est incompréhensible que sur des gestions de gares où ne passe que le TER et quelquefois une seule ligne de TER, il y ait des allers-retours entre Gares & Connexions et les régions, les AOT régionales,
pour essayer de faire avancer des petites questions. La délégation possible de la gestion des gares monotransporteurs, si les élus régionaux le souhaitent, aux régions, aux AOT régionales, me semble être une bonne solution. Troisième question, la question du calendrier de l'ouverture à la concurrence. Il y a une période transitoire, 2019-2023, durant laquelle il est prévu, dans le texte qui vous est soumis, pour l'État la possibilité d'attribuer directement l'exploitation des services à SNCF Mobilité ou après une mise en concurrence, et pour les régions ou le STIF, la possibilité d'attribuer l'exploitation des services directement à SNCF Mobilité ou de fournir elle-même ces services ou de les attribuer à une activité in-house ou encore après mise en concurrence. De les attribuer directement à SNCF Mobilité, je suis désolé de vous dire, mais c'est notre mission aussi, ça n'est pas conforme au droit européen. Puisque le droit européen et le règlement d'obligation de service public, l'OSP, qui est en quelque sorte le décret qui fait suite à la directive, précise que cette possibilité d'attribuer directement entre 2019 et 2023 est ouverte aux régions, mais pas pour le donner à Mobilité, pour le donner à l'entreprise ferroviaire de leur choix. Et de ce point de vue-là, il me semble essentiel que dès le 3 décembre, si on veut être en conformité et éviter tout conflit avec les textes européens auxquels nous avons adhéré, il me semble essentiel qu'à compter du 3 décembre 2019, les autorités doivent avoir le choix de procéder soit à une mise en concurrence, soit à une attribution directe, mais le monopole de SNCF Mobilité doit nécessairement être remis en cause dès le 3 décembre 2019. Nous l'avons écrit, nous les sommes renseignés, nous avons obtenu la confirmation de ces éléments devant la commissaire européenne en charge des transports, et c'est quelque chose qui me semble être contourné dans le texte qui existe aujourd'hui. Quatrièmement, les dérogations. Il y a 6 dérogations qui permettent de ne pas attribuer par appel d'offres les transports ferroviaires régionaux dans le texte. Il y a 4 dérogations qui ne posent aucune difficulté. Nous l'avons écrit dans les travaux d'éclairage que nous avons voulu publier. C'est celles qui concernent les situations d'urgence, qui concernent les régies, qui concernent l'hypothèse où l'exploitant est aussi gestionnaire d'infrastructures et qui concernent les petits contrats. Nous avons écrit, et je confirme ici, ça n'est pas très difficile, parce qu'il n'y a quasiment aucune situation de ce type en France, que dans ces cas-là, il n'est pas utile de procéder à un appel, à une ouverture à la concurrence. En revanche, il y a 2 dérogations qui, me semble-t-il, méritent d'être traitées avec beaucoup de précaution. J'ai lu un certain nombre d'amendements qui font penser que le Sénat va dans ce sens. Ce sont les 2 dérogations qui permettent, qui s'appellent la dérogation, l'exception de performance et les circonstances exceptionnelles. L'exception de performance, j'essaye de résumer, c'est celle qui, lorsque vous avez un opérateur sortant en face de vous qui vous dit « je peux faire mieux, moins cher », vous permet, dans certaines conditions, de ne pas ouvrir un appel d'offres et de le prolonger, de signer une nouvelle convention avec lui. La vraie question est de savoir comment on estime le mieux, moins cher. Quel est le domaine et qu'est-ce qui se passe si le mieux, moins cher n'intervient pas. Et bon, j'ai vu un certain nombre d'amendements qui conduisent, pour cette exception, à proposer que l'ARAFER soit saisie en amont d'une demande d'avis sur la réalité de la demande. Il faut aussi un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer si les objectifs qui ont été annoncés sont effectivement atteints. Et quand il y a des indicateurs et qu'on mesure, il faut qu'il y ait des sanctions. Donc la sanction peut être positive, la sanction peut être négative,
Mais si les obligations ne sont pas respectées, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est une première demande, première question. Les circonstances exceptionnelles, elles aussi, j'ai vu des amendements qui vont dans le même sens. C'est une dérogation qui est ouverte par le règlement OSP européen, qui est repris dans la loi avec les mêmes termes, mais comme dans le règlement OSP, on ne dit pas ce que peuvent être les circonstances exceptionnelles, ça pose effectivement une difficulté, y compris aux décideurs régionaux qui devront dire « nous sommes dans des circonstances exceptionnelles ». Qui jugera qu'elles le sont vraiment et qui pourra valider qu'elles le sont vraiment? C'est une vraie question, parce que derrière un terme flou et non identifié comme celui-là, il y a des procédures de contentieux en pagaille, et je crois qu'il vaut mieux traiter en amont, y compris avec l'aval du régulateur, ce type de difficulté. Cinquième problème, l'accès à l'information, l'accès aux données. Je vais insister simplement sur un point devant vous. Cette question, qui avait fait l'objet de beaucoup d'attention de la part dans la PPL Hervé Maurey, Louis Nègre, est une question essentielle. Car tous ceux qui sont ou qui ont été élus ou exécutifs locaux le savent, on ne fait un appel d'offres que si on a toutes les données pour faire un bon appel d'offres. Et si les AOT ne sont pas en position d'avoir toutes les informations sur le périmètre de services publics qu'elles veulent ouvrir à la concurrence, les appels d'offres ne seront pas bien rédigés, ne seront pas bien faits et par définition ouvriront la voie à une mauvaise exécution. Il faut donc que les AOT puissent disposer de toutes les informations nécessaires. Mais nécessaire n'est pas un bon terme juridique. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, les informations nécessaires? Il faut que, je pense, la rédaction, on a fait un certain nombre de propositions d'amélioration, précise les choses de telle manière que les entreprises ferroviaires sortantes, les gestionnaires d'infrastructures, réseaux, les gestionnaires d'installations de services, les gares ou les installations de services, ne puissent pas dire non, vous n'avez besoin que de ce qui est nécessaire, ça c'est pas nécessaire. Et il faut de la même manière que les données qui sont couvertes par le secret commercial ne soient pas exclues des informations qu'on donne aux AOT. Parce que si on dit non, on ne peut pas vous donner les recettes qu'on a faites sur cette ligne parce que ça relève du secret commercial, comment voulez-vous que les AOT puissent juger de la façon dont ils vont configurer les appels d'offres qu'ils vont lancer? Et donc nous suggérons que sur cet article qui existe aujourd'hui et qui prévoit de donner les informations nécessaires, on supprime le nécessaire et on précise les choses. Et on souhaite aussi que, comme ça existe sur les plans de protection des informations confidentielles, on ne fasse pas le blackout sur les informations qui sont couvertes par le secret commercial, mais qu'on puisse s'en servir en les protégeant naturellement, comme c'est déjà le cas pour Réseau aujourd'hui. Nous manipulons à longueur de journée des informations qui sont couvertes par le secret commercial, et il n'y a jamais une seule information couverte par le secret commercial qui soit sortie ou de l'ARAFER ou des dialogues que l'ARAFER a avec différents partenaires, parce que je vous le rappelle, mais c'est vous aussi qui l'avez décidé, le Code pénal est extrêmement sévère sur la divulgation des données du secret commercial. Donc sur ce point, je crois qu'il faut aussi avancer en ce qui concerne les informations. Sixièmement, le nombre de salariés transférés, je crois que tout le monde est maintenant d'accord pour dire que la proposition initiale était mauvaise. La proposition initiale consistait à dire c'est le sortant qui fixe le nombre, l'entreprise ferroviaire sortante. Ne pensez pas toujours mobilité, hein. Il y aura des sortants qui ne seront pas mobilité dans quelques années. Mais c'est le sortant qui fixe le nombre d'agents qui sont transférés avec le service en question. Tout le monde considère que si c'est le sortant qui les fixe, il peut y avoir une vision un peu tronquée du nombre d'agents. Je crois que les propositions qui sont faites par les amendements, du rapporteur notamment, mais pas seulement du rapporteur, ce qui montre que des réflexions sont convergentes
confie à l'ARAFER le soin de valider ou de ne pas valider ce nombre et confie en tout cas le soin à l'AOT de le fixer d'une manière définitive. Alors, ou c'est le régulateur qui le fixe, ou c'est l'AOT qui le fixe, la région qui le fixe, après l'avis conforme du régulateur, le résultat est le même. C'est à vous de choisir ce qui vous semble le plus simple. La péréquation par les péages. Vous me permettez de prendre 3 minutes sur cette question parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle et je veux revenir sur les propos du ministre devant vous. Nous avons entendu beaucoup de choses qui ont été dites sur les exemples étrangers. Moi, je peux vous dire que nous avons beaucoup travaillé sur ces exemples étrangers. Nous avons fait dans nos livrables, on appelle ça comme ça, qui sont destinés à éclairer les décideurs sur cette question de mise en œuvre de l'ouverture. Nous avons consacré un livret au transport ferroviaire, aux enseignements européens de l'ouverture des marchés. C'est un rapport sans concession. C'est un rapport sans concession, complètement indépendant, objectif, transparent. Nous ne prenons que les chiffres et la réalité. Nous n'essayons pas de comparer ce qui n'est pas comparable, puisque quelquefois je vois l'exemple anglais venir s'entremêler avec l'exemple suédois. Les Anglais ont fait une privatisation, ils n'ont pas fait une ouverture, ils ont vendu par morceaux leur système ferroviaire. Ce que nous retenons de cela, c'est que partout, mais partout, le transport ferroviaire a augmenté de volume d'une manière considérable, quelquefois a doublé en 10 ans le nombre d'usagers du train dans les pays européens voisins. Et qu'il n'est pas un seul pays, je laisse de côté la Grande-Bretagne, il n'est pas un seul pays où l'opérateur historique n'ait pas retrouvé ses billes dans l'ouverture du marché. Il n'en est pas un. Partout, l'opérateur historique a plus d'activité aujourd'hui qu'il n'en avait avant l'ouverture du marché. Et partout, en offre et en demande, le ferroviaire a gagné des parts de marché. Vous lirez, je vous invite à lire ce document, et naturellement, l'ARAFER est à votre disposition pour en parler. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux revenir sur un point précis qui a fait l'objet de nombreuses questions à l'Assemblée et au Sénat qui concerne la politique d'aménagement du territoire. Le gouvernement défend l'idée d'un maintien de TGV pour desservir les territoires par le biais d'une péréquation via les péages du TGV. Pour le gouvernement, la libre organisation, l'open access, est la modalité d'organisation privilégiée des relations nationales. Les relations conventionnées ne viendraient qu'en complément s'il est constaté que les services librement organisés sont insuffisants. L'objectif de la réforme est donc de mettre en place une péréquation entre TGV via le niveau des péages, de sorte que les péages seront ajustés à la rentabilité de chaque liaison. Ce mécanisme doit permettre d'assurer que les services librement organisés répondent aux besoins d'aménagement des territoires et de desserte des villes moyennes. Néanmoins, si cela ne suffisait pas, l'État disposerait de la capacité à conventionner des services supplémentaires. L'exemple de Paris-Lyon versus Paris-Chambéry a été cité en exemple par la ministre qui a indiqué à 2 reprises, lors de son audition la semaine dernière devant votre commission, que cette modulation des péages était possible en lien avec les discussions avec l'ARAFER. Moi, je tenais à vous dire que nous sommes tout à fait favorables à un travail en ce sens avec la ministre, chacun devant tenir son rôle. L'État fixe ses priorités stratégiques, sa politique d'aménagement du territoire, et l'ARAFER rend un avis conforme sur la tarification et vérifie notamment qu'elle respecte les règles européennes. S'agissant de la modulation des péages, elle paraît tout à fait envisageable. Je vous le dis avec fermeté devant cette commission.
Elle concerne les redevances perçues en plus de la redevance de circulation, qui est calculée sur la base du coût directement imputable, c'est-à-dire dans les péages qui font en gros entre 35 et 40% du coût des recettes du TGV dans notre pays, 2 milliards d'euros de péages des TGV. Sur ces 2 milliards de péages, il y a quelque chose qu'il appartient à l'ARAFER de vérifier, c'est que le coût directement imputable, c'est-à-dire ce que coûte à Réseau l'entretien, la construction, l'amortissement, l'usure du passage d'un train sur les rails, coûte. Sur ces 2 milliards, il y en a 20% qui concernent cette redevance de circulation. 20% de ces 2 milliards. Et les 80% restants sont ce qu'on appelle la modulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a 2 redevances, c'est 80%. Et la ministre, quand elle s'exprime devant vous la semaine dernière, dit, voilà, sur ces 80%, on peut jouer. Le critère qui est fixé par l'Europe, c'est je ne dis pas la rentabilité, c'est la soutenabilité. Ça veut dire que plus une ligne est soutenable, en fait, plus elle est rentable, plus les péages sont chers. Et si on veut en soutenir qui sont moins rentables, il faut faire en sorte que les péages soient les moins chers possibles. Et donc, moi, je le dis clairement, si le gouvernement décide que des lignes non rentables, je prends Paris-Chambéry, mais il en est bien d'autres, peut-être pas autant qu'on le dit, J'entendais citer des chiffres au début, 20-30% des TGV sont rentables. Je suis sûr que quand on regardera le bilan 2017, nous allons le faire, on verra parfaitement qu'on est à bien plus que 20 ou 30% des TGV qui sont à l'équilibre. Mais si on veut maintenir une ligne non rentable, eh bien on fait en sorte de baisser les péages. Et sur ces 80% de 35 à 40% de recettes d'une ligne de TGV, vous vous rendez compte que c'est tout à fait significatif. Pour le faire, je dois vous dire, mais c'est aussi notre mission, en liaison avec Réseau, que nous menons des travaux pour aboutir à une définition des segments de marché, définition fine, qui prend en compte les liaisons origine-destination de même nature. Et nous serons bientôt aptes à déterminer, à partir de modèles économétriques, de calcul d'élasticité de la demande par rapport au tarif, quel est le tarif optimal pour permettre, en fonction des objectifs du gouvernement sur l'aménagement du territoire, sur la consistance du réseau ferroviaire, de stimuler le maintien d'un certain nombre de dessertes ou l'arrivée d'entreprises nouvelles. Et ces travaux intéressent tout particulièrement le gouvernement, laissent augurer, de mon point de vue, une meilleure articulation entre les péages et les grands objectifs de la politique de mobilité et d'aménagement du territoire. Ce pourrait être le début d'un cercle vertueux qui permettrait de sortir de la logique strictement budgétaire, et je l'ai déjà dit devant votre commission, je le répète, et pour l'instant malthusienne, qui est celle qui a prévalu jusqu'à présent dans le monde ferroviaire. Dernier point que j'évoque rapidement devant vous, en vous remerciant, parce que même si c'est l'Assemblée qui a fait en sorte qu'on ne remette pas en cause l'avis conforme du régulateur, le Sénat a pesé dès l'amont pour dire que de toute façon, lui le ferait, et donc ça a compté dans l'évolution de ce dossier. Je dois vous dire qu'en 2009, en 2014, et cette fois-ci en 2018, chaque fois, chaque gouvernement, de droite, de gauche ou d'aujourd'hui, a proposé de remettre en cause l'avis conforme. Et chaque fois, c'est le Parlement qui a rétabli l'avis conforme. Et si cet avis conforme sur la tarification n'avait pas existé, nous ne serions pas en mesure aujourd'hui de vous dire ce que nous vous disons, par exemple, sur le travail qui est effectué pour faire une segmentation fine des tarifications des péages. Est-ce que vous savez que, avant que nous arrivions à la prochaine tarification de réseau pour 2019, où nous avons 15 catégories de péages pour les trains, c'est à partir de ces 15 catégories que nous allons faire des segments très fins qui vont nous permettre d'arriver à l'objectif que je vous disais tout à l'heure. Il y avait, dans tarification 2018, 135 catégories de péages. Et on demandait
aux entreprises ferroviaires d'essayer d'y voir clair. C'était vrai pour le fret, hein, c'est vrai pour les voyageurs aujourd'hui et ça le sera demain. C'était impossible. Et donc, l'avis conforme était essentiel. Il reste les conditions dans lesquelles cet avis conforme doit être sollicité de la part de l'ARAFER. Il y a des amendements, monsieur le rapporteur, je vous remercie aussi, qui vont dans le sens qui permet aux régulateurs d'avoir effectivement le temps que ces experts examinent les propositions tarifaires de réseau. Et il y a une autre question qui est essentielle aussi, celle-là, c'est si l'ARAFER ne valide pas une tarification, qu'est-ce qui se passe? Il faut une tarification provisoire, parce qu'il faut que les entreprises ferroviaires aient de la visibilité. Mais si cette tarification provisoire est supérieure à la dernière tarification qui a été validée par l'ARAFER, il n'y a plus d'incitation à ce que Réseau fasse une proposition plus performante. Et donc, nous avons souhaité, le rapporteur l'a repris, à ce que cette tarification ne soit pas supérieure à la dernière tarification qui a été validée par l'ARAFER. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les sujets que je souhaitais évoquer en 20 minutes. J'ai fait le double, je suis vraiment désolé. Je voulais vous redire, le Président Maurey l'a dit, que l'ARAFER a été créée par le Parlement, avec une indépendance consacrée. Une fois que les membres du collège de l'ARAFER sont nommés, ils font leur travail avec des équipes extrêmement performantes qui sont représentées à mon côté par le secrétaire général, des experts qui sont à la disposition des assemblées qui ont créé l'ARAFER pour leur apporter tous les éléments qu'ils sont susceptibles de souhaiter. Nous, on est à votre disposition, comme le disait le président Maurey. Ça fait un certain nombre de fois que je viens devant vous, ou devant votre commission, ou devant certaines et certains d'entre vous, pour être auditionné et vous apporter les éléments qui peuvent vous être utiles. Et je veux toujours rappeler, je le rappelle toujours, que tant la directive que la loi de 2014 se termine en ce qui concerne les missions de l'ARAFER par la nécessité d'assurer ces missions au bénéfice des usagers, c'est-à-dire les entreprises ferroviaires et des clients. Et moi, je crois que dans notre pays, où on fait 1000 milliards de kilomètres passagers par an, où le train mobilise uniquement 10% de ces 1000 milliards de kilomètres, et où ce pourcentage baisse chaque année depuis 2010, je pense qu'il y a un énorme défi à réussir la réforme du ferroviaire pour faire en sorte que ce mode de transport attire de plus en plus, soit de plus en plus performant. Et comme je vous l'ai dit, tout ça peut se faire comme ça s'est fait dans tous les pays européens, sans que ça se fasse au détriment de l'entreprise historique. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que vous n'allez certainement pas être désolé d'avoir été un peu plus long que le temps que vous étiez vous-même imparti, parce que je ne vous ai pas fixé un cadre du point de vue du timing. Je crois que votre intervention était à la fois très intéressante et puis très utile. Ça apporte quand même à l'ensemble de mes collègues et à moi-même, bien sûr, un éclairage tout à fait utile et précieux à la veille du début de l'examen de ce texte en commission, et je ne doute pas que ça pourra même susciter de nouveaux amendements, non pas pour la commission de demain puisque les délais sont clos, mais pour la séance publique où il y aura, comme toujours évidemment, ce qu'on appelle les amendements extérieurs. Juste deux petites remarques. La première, vous avez souligné qu'on avait fait peu d'auditions. Je voudrais quand même nuancer votre propos. Nous avons fait peu d'auditions publiques, mais le rapporteur a fait énormément d'auditions. Je ne voudrais pas qu'on pense que le travail du rapporteur n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Il a reçu tous les acteurs concernés et même au-delà, notamment la semaine dernière où il a à nouveau reçu en ma présence les syndicats. Sur l'indépendance de l'ARAFER, c'est une tradition du Sénat d'être extrêmement attaché à l'indépendance du régulateur, parce que je me souviens qu'il y a maintenant quelques années, on a sauvé l'indépendance de l'ARCEP, oui, à un moment où un gouvernement voulait nommer un commissaire du gouvernement pour mieux contrôler les décisions de l'ARCEP.
Et c'est au Sénat qu'on a repoussé ce dispositif qui n'a pas été ensuite repris par l'Assemblée nationale. Donc le Sénat est traditionnellement la chambre des libertés publiques et on le montre notamment lorsqu'il s'agit de sauvegarder l'indépendance du régulateur. Voilà ce que je voulais dire avant de céder la parole au rapporteur qui a certainement un certain nombre de points et de questions à exprimer. Oui, alors je ne sais pas si tout le monde va m'entendre parce qu'en fait le micro est assez éloigné. Ça va? Mais celui-là, ils sont... Hop, attendez, je vais peut-être... Est-ce que vous m'entendez tous? Pas de problème? Bon, c'est bon. Oui, monsieur le président de l'ARAFER, je vous remercie de cet exposé qui est effectivement sans langue de bois, très précis en plus, avec des propositions intéressantes. Et comme vous avez parcouru tous les amendements qui sont en ligne maintenant, hein, puisque vous pouvez les avoir sur le site du Sénat, vous avez bien compris que, en fait, les propositions de l'ARAFER ont été quand même fortement retenues, en tout cas comprises. En ce qui me concerne en tant que rapporteur, je l'ai toujours fait quand j'ai été rapporteur, je ne suis pas un rapporteur glouton. C'est en clair, ça veut dire que je ne prends pas tous les amendements pour le rapporteur et que je pense qu'il est important que le Sénat, dans ses sensibilités différentes, puisse s'exprimer. Et je pense que, et c'est pour ça que je me suis moi concentré sur ce qui est la particularité du Sénat, l'aménagement du territoire bien sûr, mais aussi le social, parce que j'avais estimé qu'il y avait besoin, un besoin impérieux de faire en sorte qu'on sorte par le haut de cette épreuve et que par le fait qu'on part de loin quand même, puisque le gouvernement voulait légiférer par ordonnance au départ, l'Assemblée n'avait pas eu le temps matériel de traiter les problèmes sociaux, puisqu'il n'y avait pas eu assez de consultations avec le gouvernement. Et donc, le devoir pour moi, en tant que rapporteur, a été d'être particulièrement vigilant sur l'ensemble des problèmes d'aménagement du territoire et les problèmes sociaux. Et je pense que tous ceux qui s'intéressent au social pourront être satisfaits à la suite du passage au Sénat. Donc voilà, en fait. Mais j'invite bien sûr tous les collègues et à lire d'abord ce qui a été très bien fait par les cahiers de l'ARAFER, puisque c'est comme ça que je les appelle, les 4, qui sont extrêmement complets, qui sont très intéressants. Et nul doute que, bon, il y a le passage en commission demain, on va déjà avoir à peu près la structure, la consistance, mais bien sûr qu'il y aura des amendements extérieurs et nul doute que les amendements extérieurs vont foisonner parce que je sais que les sénateurs sont assez friands de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice et c'est naturel. Ce sont souvent une expérience forte de pragmatisme d'élu local et donc je pense que avec la contribution de l'ensemble des sénateurs de tous bords, je pense qu'on aura un texte issu du Sénat qui fera honneur au Parlement et qui fera honneur, bien sûr, au Sénat en particulier. Donc, sachez, Monsieur le Président, que même si tous les amendements n'ont pas été proposés par l'ARAFER, n'ont pas été repris par le rapporteur, je ne me fais pas de doute que d'autres viendront par l'extérieur. D'ailleurs, il y en a déjà qui sont venus par l'extérieur, qui seront, à mon avis, intégrés demain, sans préjuger du vote, qui sera intégré au texte de la Commission. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est pour ça que sur les gouvernances, sur tout ça, il y a peut-être encore des améliorations à apporter, je n'en doute point. Par contre, je voudrais moi-même vous poser 2 questions, et justement, je ne veux pas non plus saturer les questions, puisqu'il y a beaucoup de collègues qui vont en poser, mais je voudrais revenir sur 2 points que vous avez beaucoup évoqués, notamment sur les modulations des redevances d'infrastructure. Vous savez que, et vous avez insisté sur les modulations par le prix. Moi, je suis très attaché à l'aménagement du territoire et je ne crois pas que les seules modulations par le prix peuvent irriguer le territoire, justement. Et je voulais savoir, je voudrais revenir là-dessus, comment vous voyez la prise en compte forte de l'aménagement du territoire dans ces infrastructures. Et puis, je voudrais savoir si l'ARAFER a mené des simulations sur les effets de cette modulation. Vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais y revenir.
Et puis, effectivement, sur l'avis conforme, vous avez vu que là, c'est clair et net. Alors, après, le problème de l'avis conforme sur les tarifications, je sais ce qui s'est passé, hein, l'articulation cohérente entre la tarification annuelle du réseau et l'évolution tarifaire prévue par le contrat de performance. Je sais que ça a été regrettable, que finalement, l'ARAFER s'est trouvé squeezé, hein, en quelque sorte. Et je comprends qu'on ne puisse pas aimer se faire squeezer, mais je pense qu'il est important qu'il y ait un avis conforme de l'ARAFER. Ceci étant, dans mon amendement, j'ai mis que en fait, c'était le tarif ancien qui s'appliquait. J'ai quand même un peu d'hésitation parce qu'il faut quand même faire attention à ne pas pénaliser économiquement les choses. Il se peut qu'on puisse un petit peu évoluer dans cette affaire. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement, mais je voudrais encore vous entendre là-dessus, notamment sur la modulation et sur le problème de l'avis conforme. Merci, monsieur le rapporteur. C'est vrai que sur la question de la tarification, c'est très important. On s'était déjà interrogé là-dessus lors de l'examen de la proposition de loi. On ne doute pas de l'intérêt de cette tarification, on va dire modulable, même si ce n'est pas le terme exact, mais on n'est pas convaincu que ce sera suffisant. C'est peut-être nécessaire, mais pas forcément suffisant. Et c'est pour ça que, notamment dans notre proposition de loi, mais aussi dans les amendements qui ont été déposés, on essaie de trouver quelque chose qui permette d'avoir une sécurité, et c'est l'idée des contrats de service public qu'on a envisagé, qu'on retrouve d'une certaine manière dans le texte de l'Assemblée, mais on n'est pas totalement convaincu, surtout que c'est un petit peu flou. On dit que les contrats peuvent être signés soit par les régions, soit par l'État, donc on peut craindre que les deux se regardent en chien de faïence en attendant que l'autre veuille bien payer. En général, on sait comment ça se passe, ce genre d'échange entre l'État et les collectivités. C'est toujours les collectivités qui finissent par payer. Et par rapport à la question de la modulation des péages, j'aimerais aussi poser une question qui va dans le sens de celle du rapporteur, mais est-ce que vraiment, parce que j'ai entendu l'inverse, est-ce que vraiment le droit européen laisse toute latitude de fixer à un niveau relativement élevé la tarification des péages pour les lignes les plus rentables? Parce que tel que vous l'avez présenté, on a le sentiment qu'on peut aller assez loin, et d'autres acteurs qu'on a pu rencontrer disent pas du tout, le droit européen met quand même des limites par rapport à la, entre guillemets, surtarification des lignes les plus rentables. À vous. À moi. Excusez-moi. Les seules modulations par le prix ne régleront pas tout, je crois aussi. Je le crois aussi. Alors, le problème, c'est que je ne voudrais pas citer des chiffres qui sont comme ça. On est en train de faire des études économétriques très pointues pour regarder ligne par ligne, origine-destination par origine-destination, comment on pourrait classifier l'ensemble des éléments. C'est un point sur lequel je veux insister, et là encore, y compris par rapport à des débats à venir qui viendront au Parlement sur la loi mobilité. L'immense arme que le Parlement a donnée à l'ARAFER, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de collecte. C'est-à-dire que ce pouvoir nous permet, contrairement d'ailleurs à l'actionnaire principal de la SNCF, de dire à la SNCF, nous on veut telle information, telle information, telle information. Et la SNCF est obligée de nous la donner. Et si elle ne nous la donne pas, le Parlement nous a donné un pouvoir de sanction qui est colossal, puisqu'il peut aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. C'est vrai pour la SNCF, c'est vrai aussi pour les entreprises de fret. Ce pouvoir de collecte nous permet d'avoir tous les éléments, souvent couverts par le secret commercial d'ailleurs, hein, que j'évoquais tout à l'heure, qui nous ouvre la voie aux études économétriques qu'on est en train de mener sur les segments dont je vous parlais. Il restera je le pense, des lignes, des origines-destinations sur lesquelles l'équilibre ne sera pas assuré. L'Assemblée nationale a dit, pour assurer cet équilibre,
la possibilité existera de convention entre la SNCF, les opérateurs et l'État ou les régions. Je crois que le président Maurey a raison de dire qu'il faudrait préciser ça. Parce qu'on sait bien que quand on dit l'État ou les régions, quand c'est l'État qui dit l'État ou les régions, ça se termine par les régions, généralement, oui. Alors, c'est un peu plus complexe qu'il n'en a l'air. Je ne veux pas, comme Elisabeth Borne, prendre un exemple très concret, mais je vais vous le prendre quand même. Parce qu'il y a une question que je n'ai pas évoquée devant vous, c'est la question des tests d'équilibre économique. Excusez-moi, ça paraît technique, mais ce n'est pas si technique que ça. Lorsqu'un service nouvellement organisé, lorsqu'une entreprise ferroviaire dira « je veux faire Paris-La Rochelle », les régions concernées pourront nous dire « ah, attention, ça porte atteinte à un service conventionné qui est assuré par notre région, pour lequel on paye, donc on demande l'interdiction ou la limitation de ce nouveau service ». Et là, il revient à l'ARAFER, c'est le droit européen, ça existe déjà pour les cars Macron, il revient à l'ARAFER de dire si ça porte atteinte à un service conventionné, c'est-à-dire financé sur fonds publics, c'est interdit. Je vous prends un exemple très concret. Le Paris-La Rochelle, vous pouvez le faire en TGV de Paris à Poitiers sur la voie TGV, puis de Poitiers à La Rochelle sur une voie classique, une voie normale, où le TGV roule à 160 ou 180 km/h, alors qu'il roule à 300 ou 320 au-dessus. Et il se trouve qu'il existe des TER entre Poitiers et La Rochelle. Si demain, une société X dit « moi, je veux faire du Paris-La Rochelle », et que la région concernée, la OT concernée nous dit « ah, attention, nous, on finance sur fonds publics du Poitiers-La Rochelle », l'ARAFER sera saisie, fera les études et dira « s'il y a eu une atteinte, on interdit la nouvelle liaison ». Et donc, il y a aussi cette question qui entre en jeu sur l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, il est aussi partagé entre l'open access, la grande vitesse qui ne fait pas la majorité. Les TGV ne font pas la majorité de leurs kilomètres sur des voies à grande vitesse. Elles en font plus sur des voies classiques, hein, d'où la desserte les nombreuses dessertes. Donc, c'est vrai, il faut le préciser, quoi. Je crois que c'est aussi le rôle du Sénat de préciser dans quelles conditions les conventions pourront être signées pour assurer des dessertes et comment on décidera aussi le maintien ou l'augmentation ou la décision de nouvelles dessertes. Est-ce que les simulations ont déjà été faites? Non, on est en train de les faire. C'est des études économétriques importantes. Les renseignements, on a besoin de les avoir de la part de la SNCF. Les chiffres 2016 étaient pas très bons. Les chiffres 2017 seront bien meilleurs pour la SNCF. Et la seule limite, il y a deux limites que nous pose, je réponds à la question de M. Maurey, il y a deux limites qui nous sont fixées par l'Europe. Le terme m'échappe sur la première. Aussi, voilà, il me revient le terme. Le coût global du péage ne peut pas dépasser le coût complet. Ça, c'est là une règle européenne. Et quand on dit c'est quoi le coût complet, personne ne sait ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas de coût complet assuré en Europe, puisque tous les gouvernements européens, tous les gouvernements européens financent largement leur infrastructure ferroviaire. Et donc, si le coût complet était assuré, ça veut dire que le système serait complètement équilibré. Et la deuxième règle qui est fixée par l'Europe, c'est qu'il ne peut pas y avoir un accès au rail, à l'infrastructure, en dessous du coût directement imputable dont je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas dire à une entreprise « vous pouvez payer moins que les 20% du coût global des péages dont je vous parlais tout à l'heure ». Il faut que le coût directement imputable, ce que coûte le passage d'un train sur les rails, soit dans la tarification. Mais je rassure Hervé Maurey, le coût complet, personne ne pense qu'on l'a atteint où que ce soit. Et donc, on peut parfaitement travailler sur les deux redevances qui font la modulation des péages. Bien, merci. Par contre, je veux vraiment insister sur, je sens une possibilité d'évolution sur le dernier tarif validé, sur la tarification provisoire.
D'abord, je veux rétablir la vérité, monsieur le rapporteur. On n'a pas subi le décret qui a fixé la tarification 2018. J'ai accepté, comme président de l'ARAFER, et ça n'était pas facile, de ne pas ouvrir de contentieux sur le fait que la ministre valide une tarification alors que quand elle est arrivée, il n'y en avait pas, il n'y avait pas d'avis positif et il ne risquait pas d'y en avoir de la part de l'ARAFER. J'ai validé ça à condition que l'État actionnaire de réseau active les équipes de réseau pour qu'on arrive à une tarification conforme à la tarification européenne, aux règles européennes. Et nous y sommes arrivés. Et donc je ne regrette pas de ne pas avoir ouvert de contentieux. D'autres en ont ouvert et ils risquent de les gagner parce que ce n'est pas conforme à la réglementation européenne que le gouvernement fixe par décret la tarification. Mais c'était une forme de contrat entre la ministre, le président de réseau et le président de l'ARAFER. On ferme les yeux sur ce qui se passe en 2018 et on prépare 2019. Et on a préparé 2019. Maintenant, 2019 est prêt. Il manque un certain nombre de décrets et les décrets prennent toujours beaucoup de temps dans notre pays. Mais la tarification 2019 est prête, sera soumise au collège de l'ARAFER qui, de mon point de vue, la validera. Et c'est ce qui nous permettra d'avoir la base sur laquelle on travaillera. Je veux vous le dire, si jamais on ouvrait la possibilité qu'une tarification provisoire soit décidée, qui soit supérieure au dernier tarif validé, on casse la machine à incitation. Il n'y a plus besoin de nous saisir. Il suffit de se dire, c'est indexé sur l'inflation ou c'est indexé sur le contrat de performance, et bien vogue la galère. On fait des économies, on a plus de recettes, et ça va, il n'y a pas besoin de saisir l'ARAFER. Si vous faites ça, vous cassez le cœur du système de régulation dans notre pays. Je le dis vraiment comme je le pense. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien qu'on casse la machine à régulation dans notre pays. Mais je sais aussi, pour l'avoir mesuré depuis 2 ans maintenant, que sans la régulation, on n'avancerait pas dans le ferroviaire. Voilà, donc ne cassez pas cette machine, ce n'est pas un jouet, c'est vraiment le cœur du dispositif. Je m'autorise à y insister. Merci, Monsieur le Président, de cette précision qui me paraît importante et utile. Madame Bory. Écoutez, Monsieur Roman, je vous remercie pour le détail de toutes ces explications qui ont été vraiment très intéressantes. Et je voudrais vous féliciter aussi de cette implication dans cette institution, et si j'ai bien compris, dans un budget qui est assez contraint. Alors, je voulais revenir sur la dette de la SNCF. Car tout à l'heure, vous avez évoqué l'équilibre économique. Est-ce que vous pensez qu'à terme, nous arriverons à absorber davantage la dette de la SNCF par cette mise en place de péréquation par les péages? Voilà, vous m'apportez la réponse, c'est bien ce que je pensais, d'autant plus par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur le coût complet et sur la limitation du coût complet. Donc vous m'avez apporté cette réponse en effet. Et par ailleurs, vous évoquez sur la péréquation des péages, bon, vous avez évoqué essentiellement les péages TGV. Mais en même temps, vous évoquiez sur le Paris-La Rochelle le passage du TGV par des gares qui ne sont pas des gares en fait à proprement dit TGV puisqu'elles sont utilisées sur le TER. Donc j'aimerais bien avoir un peu plus de précision sur justement la tarification possible sur ces gares entre guillemets un peu de seconde zone parce qu'on évoque tout le temps les gares TGV ou l'open access. Et plus particulièrement, quand vous avez évoqué les appels d'offres, vous évoquiez véritablement lorsqu'il y avait des lignes existantes avec un opérateur sortant. Mais quid de la possibilité de création de nouvelles lignes, notamment régionales, possibilité d'appel d'offres? Est-ce que la législation sur ce pacte ferroviaire
en tient compte, permet justement, puisque nous sommes dans l'absence de données concrètes, puisque ça serait une création de nouvelles lignes ferroviaires, donc comment l'opérateur peut-il définir un appel d'offres concret sur ce type, sur une création? Merci, Monsieur Jacquin. Merci, Président, et merci, Bernard Roman, pour cette intervention effectivement complète et de qualité. Quelques questions complémentaires, puisque nous sommes sur le sujet de la modulation des péages. La loi, effectivement, s'étoffe, c'est plus une vraie loi d'ordonnance, n'empêche qu'on n'a pas d'étude d'impact et on est dans le flou complet. Et Madame la Ministre a été questionnée sur le nombre de lignes en équilibre. Elle n'a pas bien répondu la semaine dernière. J'ai en tête que les chiffres qu'a annoncé le président Moret, qui n'ont pas été démentis, de dire qu'à peu près une ligne sur 2 était en équilibre et qu'après régulation par cette nouvelle méthode de modulation, il y aurait une ligne sur 6 qui serait en grande difficulté. Sauf que je n'arrive pas à savoir d'où viennent ces chiffres. Alors peut-être que le président Moret nous dira où il les a entendus, parce que tant réseau que mobilité, ils ne savent pas trop. Enfin, oui, bon, enfin voilà quoi. Une autre question importante sur la raison d'être de l'ARAFER, l'ouverture juste à la concurrence. Et donc, le plaidoyer du gouvernement est de rassembler le SNCF pour fluidifier son fonctionnement, dit-il, le gouvernement. Et effectivement, du point de vue de la concurrence, ça peut poser des vraies questions, vous l'avez dit. Et il y a une vraie contradiction. Alors, faut-il envisager de supprimer la holding? Et pourquoi pas? Moi, je pousse la logique. Je pense que le régulateur, il a presque dit, si je l'ai bien écouté, et je crois avoir bien écouté, est-ce qu'on ne serait pas plus au clair? On supprime la holding, et puis, ma foi, SNCF est une entreprise, un opérateur parmi d'autres. Le troisième point sur le secret industriel et commercial. L'écriture actuelle dit effectivement les chiffres, les données nécessaires, je crois, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça, ouais. Les données nécessaires, quand on dit qu'on peut transmettre le secret industriel et commercial en termes de droit, c'est explicite, ça signifie quelque chose d'important. Est-ce qu'on ne peut pas renforcer ce qui avait été fait dans la PPL Moret-Nègre à l'époque, l'idée d'une liste proposée, après discussion par le Conseil d'État, validée par l'ARAFER, un truc qui puisse quand même protéger le secret industriel et commercial, qui est un patrimoine public qui a été accumulé dans le temps. Ça fait partie de notre patrimoine aussi. Dernière question. Je suis allé en Suisse. Je vous invite à le faire parce qu'on est sur un modèle qui est tout petit, certes, mais qui est exceptionnel. Et on m'a fait la démonstration, monsieur le régulateur, que pour bien diluer le coût fixe ferroviaire, pour bien le diluer et avoir les coûts les plus faibles possibles pour les voyageurs, on a intérêt à faire circuler un maximum de fret sur les lignes en l'articulant bien. Et ce débat est absent ici. Et j'ai même l'impression que là, on a jeté l'éponge sur le fret. Voilà, j'en reste là pour ne pas bloquer le temps de parole. Merci, Monsieur Jacquin. Pour répondre à votre question sur l'origine des chiffres que j'ai cités l'autre jour, c'est normal que la ministre ne m'ait pas démenti, parce que ce sont des sources gouvernementales. Voilà. Donc, quelquefois, ça n'explique pas tout. Le président de l'ARAFER est encore plus caustique que moi. Là, j'ai fort à faire. Voilà. Et sur le fait qu'il n'y ait pas d'étude d'impact, il n'y a pas non plus d'avis du Conseil d'État. C'est des conséquences de cette procédure législative pour le moins inhabituelle ou étrange, selon votre expression. Madame Vullien. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur, merci de toutes ces explications. Moi, j'avais une petite question à vous poser s'agissant du foncier des gares. Alors, les gares, c'est sûr que c'est un lieu particulier. Notre collègue, il y avait une époque où Fabienne Keller avait fait un excellent rapport sur les gares, sur lequel moi j'ai travaillé, puisque pendant 3 mandats, j'ai été en charge, en tant que vice-présidente de la métropole de Lyon, de tout ce qui concernait la mobilité. Donc, sur les gares, en fait, quand vous dites c'est où les régions, l'État, des conventions, etc., il n'y a pas que les régions quand même, parce que je vois qu'à la métropole de Lyon, on a beaucoup mis au pot, qu'en fait, lorsque c'était RFF, c'était toujours ceux qui avaient le droit de dire non, qui participeraient à rien,
ils objectaient toujours à un fameux article 4 de je ne sais quelle convention, mais qui faisait qu'ils ne versaient pas un copec. Et qu'en fait, moi, on me donnait des dossiers où les domanialités, on me les mettait en couleur, tellement sur un quai de gare, c'était mélangé. Ensuite, le parking, c'était autre chose. Les voies d'accès, c'était encore... Donc, quelque part, moi, comment on peut arriver à résoudre ça? Parce que, concrètement, c'est quand même un embrouillamini. Hein. Et aussi, les autres collectivités qui sont obligées de mettre au pot pour, finalement, est-ce qu'ils devraient, ils ne devraient pas, mais on le fait parce que, devant la carence, souvent, de l'État, hein, il faut le reconnaître, l'État donne peu, les régions moyennement, à chaque fois, moi j'avais l'impression que c'est nous qui sortions la plus grosse part pour que ça puisse fonctionner. Donc comment vous imaginez la suite? On a toujours l'impression que c'est nous qui payons le plus, hein, cela dit. Monsieur Marchand. Merci au président Roman pour cette présentation pédagogique, mais qui connaît Bernard Roman, c'est que la pédagogie, et lui, c'est la même chose. Non, moi j'avais une question à lui poser par rapport aux conditions de distribution et de commercialisation des titres de transport, qui me paraissent être un aspect important d'un cadre concurrentiel équitable, puisque chacun sait qu'un nouvel entrant ne pourra se développer normalement que si effectivement il y a de la transparence et l'équité dans les conditions d'accès. Et on a l'exemple allemand qui montre aujourd'hui que malheureusement, l'exemple allemand qui montre aujourd'hui que malheureusement, en matière de conditions d'équité et de conditions de transparence, c'est plus un blocage pour les nombreux opérateurs alternatifs. Et la question qui était posée, c'est quid demain de compétences nouvelles qui pourraient être dévolues à l'ARAFER pour faire en sorte que cette équité, cette transparence puisse être garantie pour permettre ainsi à tous les opérateurs. Il y a d'ailleurs des amendements qui ont été posés dans ce sens qui seront examinés demain matin, mais je voulais avoir en direct l'avis du président. Merci beaucoup. Monsieur Gontard. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Bernard Roman pour vos explications. Vous avez parlé que le projet de loi propose de transformer donc les trois EPIC en société nationale à capitaux publics. Vous avez insisté sur le fait de conserver l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure. Et donc, je voulais savoir si, selon vous, ce passage en SA était indispensable pour mettre en place cette démarche de mise en concurrence. Et puis, sur les modalités les modulations plutôt de péage, je rejoins les remarques de mes collègues par rapport à l'aménagement du territoire, parce qu'au-delà du flou sur cette modulation, j'avais aussi des interrogations sur la manière de mieux prendre en compte cette notion d'aménagement du territoire. Et puis je rejoins ce que disait mon collègue Jacquin sur le fret. C'est vrai que le fait que cette question sur le fret soit aussi absent de cette proposition de loi. Merci. Merci. Monsieur Dantec. Oui, on a un débat qui tourne beaucoup autour de la question de savoir effectivement si les régions ne paieront pas encore plus demain, parce que je rappelle quand même que d'après les chiffres de l'ARF, le kilomètre TER est passé de 10 € à 17 € en une douzaine d'années. La charge des régions d'1,4 milliard à 2,8 milliards. Donc même s'il y a une dotation de l'État, on voit bien quand même que les régions ont mis beaucoup de moyens et même si l'offre a été améliorée, c'est pas proportionnel. Donc notre question complexe ici, on tourne autour, puisque le débat sur le ferroviaire est un débat extrêmement complexe et on connaît tous qu'en partie l'immensité du sujet, c'est est-ce que l'ARAFER demain sera un garant de la maîtrise des coûts pour les régions? Est-ce qu'on peut trouver dans la loi, et alors là on tourne autour et l'article 40 nous empêche de mettre directement l'État à contribution, sinon on aurait bricolé un amendement. Est-ce qu'on peut trouver un moyen, notamment sur les péages TER, pour dire demain, ces péages seront stabilisés, ou en tout cas le total péage plus exploitation, si jamais, comme nous l'a dit la ministre lors de son édition, la mise en concurrence va faire baisser les coûts d'exploitation, la somme des deux n'augmente pas. On a là une énorme difficulté et avec de grosses inégalités entre régions derrière. Je crois que c'est ce point-là aujourd'hui qui nous intéresse le plus, donc je ne sais pas si l'ARAFER a des propositions à nous faire pour qu'on réussisse à trouver les garanties dans la discussion, mais on cherche beaucoup. Merci, Monsieur Dantec. Sachez qu'on ne bricole pas des amendements dans cette commission. Monsieur Chevrollier.
Merci, Monsieur le Président de l'ARAFER. Dans un contexte d'ouverture à la concurrence, moi je suis favorable à ce que le régulateur ait davantage de prérogatives. Est-ce que s'il y avait eu la suppression de l'avis conforme, quelles incidences pour votre autorité et aujourd'hui quels sont les pouvoirs juridiquement contraignants que vous pouvez avoir, notamment sur les problématiques d'aménagement du territoire? Autre point, vous avez produit un rapport dont vous avez parlé tout à l'heure là, sur les enseignements européens de l'ouverture à la concurrence, en prenant l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, qui ont déjà ouvert à la concurrence. Dans la réforme qui est présentée, de quel modèle européen elle s'inspire le plus en fait? Et enfin, après 2 ans à la tête de l'ARAFER, après vos mandats de député, quels sont en 2 mots les retours d'expérience dans un contexte de profonde transformation du secteur ferroviaire? Merci. Monsieur Gold. Merci, Président. Ma question me porte sur la rentabilité des lignes, et plus précisément sur les outils de calcul de la rentabilité des lignes que vous prenez, vous, en tant que régulateur. Le nombre de passages, le nombre de rames, la fréquentation, le coût des maintenances, c'est des éléments assez faciles à appréhender. Ce qui n'est pas le cas d'autres critères, tels qu'une ligne soit ou non facteur de maillage territorial. On a parlé d'aménagement du territoire, une notion qui est ô combien importante au sein de cette commission. Alors moi, j'aimerais vous entendre encore, même si vous avez en partie répondu tout à l'heure dans l'intervention de M. Cornu, sur les éléments qui rentrent dans le calcul de la performance, éléments notamment qui sont liés à l'aménagement du territoire, pas seulement des éléments de comptabilité analytique, mais aussi des éléments donc, qui ne peuvent pas se limiter simplement qu'à la subvention, à la modulation des péages, quoi. Merci, Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à nouveau, comme pas mal de collègues, féliciter donc Monsieur Bernard Roman pour la qualité de son exposé. Je vais renchérir sur la structuration du groupe. Je dois vous dire que je suis un petit peu déstabilisé parce que j'y comprends plus grand-chose. Madame la ministre nous a indiqué la semaine dernière qu'elle voulait reconstituer la SNCF telle qu'elle a fonctionné entre 1937 et 1982. Elle nous a dit ça, donc j'avoue mon ignorance, je suis allé voir. En réalité, en 1937, la convention de 1937 crée une société anonyme qui est concessionnaire d'un réseau qui est un réseau qui appartient à l'État. On a toujours vu que, j'allais dire, dans l'histoire, un peu une séparation entre ce qui est du réseau et ce qui est de l'exploitation. Cette société anonyme, d'ailleurs, c'est assez intéressant, en 1937, elle était détenue à 51% de capitaux publics de l'État et 49% par les anciennes sociétés privées qui avaient été nationalisées. Et il a fallu attendre les 45 ans de 1982 pour qu'on soit en capitaux exclusivement publics. Donc ma question c'est, est-ce qu'on ne fait pas fausse route à l'heure actuelle en voulant maintenir une holding? Est-ce qu'il ne faut mieux pas faire comme ça se fait maintenant dans le numérique, c'est-à-dire il y a des réseaux, notamment des réseaux d'initiative publique qui sont détenus par des capitaux publics et il y a des opérateurs qui sont des opérateurs privés ou publics qui peuvent se positionner pour gérer des flux, là, des flux d'informations, demain des flux de voyageurs en ce qui concerne le ferroviaire. Merci, Monsieur Houllegatte. Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Une observation par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure. Beaucoup de TGV, évidemment, circulent sur des voies et desservent des villes qui sont desservies aussi par les TER. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous nous disiez que les régions pouvaient éventuellement s'opposer ou en tout cas contester éventuellement tel ou tel opérateur et que l'ARAFER serait dans ce cas-là l'arbitre, si j'ose dire. Sauf qu'on va le voir partout en France, ça. Parce que si je suis breton, toutes les lignes TGV qui arrivent à Rennes, les TGV continuent jusqu'à Brest, jusqu'à Quimper, jusqu'à Saint-Malo, etc. Donc ça veut dire que et on n'a pas, la ministre a cité Chambéry tout à l'heure, en tout cas pour le moment, tant que la nouvelle ligne n'est pas faite. On se retrouve effectivement dans plein d'endroits en France avec ce phénomène. Donc est-ce que ça n'est pas une source de complications et de blocage dans le cadre de l'ouverture à la concurrence? C'est une question. La deuxième question que je voulais vous poser, on parlait tout à l'heure d'une certaine transparence de la SNCF et Dieu sait si on a des difficultés avec cela, notamment lorsqu'il s'agit de travaux. Et moi, j'aurais voulu vous poser la question, est-ce que l'ARAFER a un rôle à jouer
vis-à-vis des collectivités locales pour obliger la SNCF à avoir un peu plus de transparence lorsque les collectivités locales sont amenées à financer des travaux à hauteur de 70 ou de 80%. Merci. Pour terminer, M. Corbizet. Monsieur le Président, merci aussi Bernard Roman, le Président, pour la qualité de son intervention. Une double question. La première, je l'avais déjà posée à M. Spinetta il y a à peu près 2 mois, 1 semaine, sur la problématique du blocage des règles européennes, puisqu'on sait que le gouvernement était plutôt sur une transformation de 3 entreprises actuelles en une seule. Or, la réglementation européenne prévoit que normalement, il faudrait conserver une entité à part entière et distincte pour la propriété des voies. Or, aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de votre propos, où en est-on aujourd'hui, puisque M. Spinetta, lui, n'a pas répondu à cette question. Et deuxième question, plus une inquiétude par rapport aux AOT et aux interventions des conseils régionaux, et en particulier en matière d'accès des personnes handicapées au train. Puisqu'aujourd'hui, on dit que c'est les AOT qui ont cette responsabilité-là, mais à un moment donné, la SNCF va dire « non, c'est aux propriétaires des gares à gérer la problématique d'accès aux handicapés ». Et ça voudrait dire que si effectivement certains conseils régionaux pouvaient récupérer les gares, ils reprendraient de facto la responsabilité de l'accès des handicapés au train. Comme on sait que beaucoup de gares TER n'ont pas d'accès aux handicapés, ça va coûter finalement quelques fortunes aux régions. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le Président, il vous appartient maintenant de répondre à ces différentes questions et interventions. Et je vous en remercie par avance. Et bon, il y a un certain nombre de questions qui se recoupent. Je vais essayer. Je ne suis pas Monsieur Je sais tout, hein. Donc quelquefois je vous dirai les choses telles que je les ressens et peut-être pas forcément, mais je vous le dirai clairement. Monsieur Cornu. Est-ce que les seules modulations par le prix des péages permettra de régler l'ensemble des problématiques d'aménagement du territoire? Non. Non. Hein. Ça, on l'a dit. Et on a évoqué aussi les manières de pouvoir y répondre. Mais je me dis en vous répondant qu'on a déjà évoqué les réponses au rapporteur avant de répondre à l'ensemble des membres de la commission. Madame Bories, c'est Bories? Boris? Elle est partie. Je vais quand même évoquer cette question de la dette de la SNCF. Je vous parlais des exemples étrangers. Il n'est pas un seul exemple étranger de réforme réussie sans reprise de la dette. Reprise de la dette partout, partout, partout. Et il n'est pas un exemple étranger de fonctionnement harmonieux du système ferroviaire et de modèle économique pérenne sans un investissement massif et continu de l'État sur l'infrastructure. Donc, c'est le cas en France. Il y a un investissement important de l'État, mais depuis toujours. La seule difficulté en France, c'est que ces investissements de l'État se sont concentrés pendant 20 ans uniquement sur la grande vitesse et qu'on a laissé se dégrader l'ensemble des 30 000 kilomètres de voies. Donc je vous répondais, Madame Boris, en disant qu'il n'y a pas d'issue possible sans une reprise de la dette. Nous l'avons écrit à de nombreuses reprises, qu'il n'est pas un État européen où le système fonctionne correctement sans qu'il y ait une reprise de la dette et qu'il n'y a pas de modèle économique possible pour le gestionnaire d'infrastructures sans un investissement continu, régulier de l'État dans les infrastructures. Cela dit, ça fait partie des défis que M. Jeantet lui-même souligne, il y a des efforts de performance à faire chez Réseau sur la gestion de l'infrastructure et je crois que sur lui-même chiffre dans la durée à 1,5 milliard les gains de performance qu'il peut faire à l'intérieur de Réseau, je pense que c'est une nécessité pour avoir un modèle économique le plus fiable possible. Monsieur Jacquin, vous dites qu'il faudrait supprimer la holding. Ce ne sera pas une surprise. Nous ne cessons d'écrire depuis 2015 maintenant
où on arrive à clarifier et à définir très précisément les compétences de l'épique de tête, ou alors il faut supprimer l'épique de tête et avoir, mais là maintenant il ne s'agit plus de l'épique de tête puisqu'on va être devant des sociétés anonymes, mais c'est vrai, je vous le dis, et je ne suis pas dans mon rôle en vous le disant, puisque nous, il nous appartient de nous prononcer sur l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure, mais nous pensons que, même si on l'a fait, il a fallu 20 ans pour y arriver dans l'énergie, qu'on refait la même erreur que celle qui a été faite à l'origine dans l'énergie, c'est-à-dire qu'on laisse mélanger EDF distribution, propriété du réseau, tout ça, et puis on est bien obligé, en avançant, de séparer les choses. Il y a des raisons sociales aussi, qu'il faut comprendre objectivement au fait qu'on maintienne la grande maison. Hein, en termes c'est objectivement, hein, pour le monde des cheminots, appartenir à une même et grande maison, c'est plus sécurisant, y compris dans l'insécurité qu'ils peuvent ressentir, qu'être éclaté entre 2 ou 3 sociétés anonymes. Donc, c'est la manière dont, objectivement, les choses se passent. Madame Vully, alors l'articulation avec le fret, ben oui. Vous savez, la dégradation, la première raison des difficultés du fret dans notre pays, c'est la difficulté à obtenir des sillons sûrs. Et la difficulté à obtenir des sillons sûrs est due à quoi? À l'état du réseau, à la nécessité des travaux, aux milliers de chantiers qu'on fait chaque année sur le réseau, qu'on fait en priorité la nuit, donc au moment où on utilisait les voies pour faire passer le fret. Et donc, ce que les Suisses, mais les Suisses c'est un paradis hein, pour le ferroviaire, ce que les Suisses ont réussi à faire, la France réussira à le faire, mais quand le réseau sera régénéré. Et donc c'est dans 10 ans. On dit qu'il faut 30, 35, 40 milliards, oui, minimum, 40 milliards d'investissements sur le réseau pour la régénération du réseau, à hauteur de 3 ou 4 milliards d'euros par an. Vous voyez, c'est 10 ans. Et donc, on y arrivera là. Madame Vullien, oui. Gare, pas seulement les régions. Oui, vous parlez d'or si vous avez eu cette responsabilité dans cette grande métropole. Moi, j'en ai eu dans une grande région. Je sais aussi que la plupart des investissements qui se faisaient dans les gares, y compris sur l'accessibilité, pour revenir à une question qui a été posée par Jean-Pierre Corbizet, étaient financés par la région, quelquefois par la région et des intercommunalités. Et vous avez raison de dire que si il faut déléguer la gestion des gares aux collectivités locales, j'ai tort de dire uniquement aux régions. Il y a d'ailleurs des exemples, notamment dans le département de M. Corbizet, où une intercommunalité a demandé la gestion de sa gare. Alors naturellement, toutes les questions de trafic, de sécurité sont prises en charge par la SNCF, par mobilité, par réseau, mais toutes les questions de la gestion de la gare, du développement de la gare, de son insertion dans le milieu urbain est pris en charge par la communauté d'agglomération. Donc, merci de me permettre d'apporter cette précision. Monsieur Marchand évoque une question que nous n'avions pas, que nous avons évoquée dans nos livres, c'est ça, vous livrez? C'est comme ça que vous les appelez, monsieur le rapporteur? Les cahiers, dans les cahiers de la RAFER. C'est une question essentielle et le contre-exemple que vous avez cité est tout à fait significatif. Il faut se placer du point de vue de l'usager. Quand il y aura plusieurs opérateurs, il faut que l'usager soit en mesure de pouvoir disposer d'un guichet unique ou d'un lieu où il puisse disposer du ticketing de l'ensemble de l'offre. Et naturellement, il peut y avoir le souhait de la part ou la volonté de la part de tel ou tel de pouvoir centraliser les choses ou empêcher, comme ça se passe un petit peu chez certains voisins européens, d'empêcher que l'offre des autres apparaisse. Nous
notre objectif, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bénéfice des usagers. Et donc cette question, j'ai vu qu'elle était traitée par plusieurs amendements, qui ont d'ailleurs, comme c'est souvent la tradition au Sénat, transpartisan pour un certain nombre d'entre eux. Et donc c'est une belle avancée. Donner à l'ARAFER un pouvoir non pas un pouvoir de mise en œuvre, hein, on n'est pas là pour ça, mais un pouvoir de régulation de ce domaine, de contrôle, voire de règlement de différends, je pense que ce serait tout à fait envisageable. Cela dit, je fais une toute petite aparté pour vous dire que tous les pouvoirs que l'on donne à l'ARAFER va se traduire par la nécessité de lui donner les moyens de pouvoir assumer ses pouvoirs, quoi. Alors ça, c'est comme pour les régions, oui. Monsieur Gontard évoquait la modulation des péages, je crois que j'y ai répondu. Monsieur Dantec... oui, non. Alors, monsieur Dantec, je vais vous renvoyer... mais je vais vous l'envoyer personnellement, demain, à une étude qui figure sur notre site internet, qui est le bilan ferroviaire 2015-2016. C'est la première fois dans notre pays mais c'est notre pouvoir de collecte de données aussi qui nous a permis de le faire, c'est la première fois dans notre pays qu'on fait un bilan exhaustif du coût, de la réalité, du kilométrage parcouru, de la régularité, des trains en retard, des trains supprimés sur les années 2015 et 2016. Et vous avez ça dans un bilan exhaustif qui est publié sur notre site, mais M. Dantec, on vous l'enverra dès demain. Et vous verrez qu'il y a des chiffres qui sont très trompeurs, parce que Région de France a raison de dire que le coût du kilomètre de TGV est passé de 10... Du TER, pardon, oui, du TER, excusez-moi, c'est la fatigue, là. Que le coût du TER, Région de France, c'est bien qu'il parle du TER et pas du TGV, mais du TER est passé de 10 à 17 euros en quelques petites 10 ans. Après, ça dépend combien ce TER transporte de gens. Parce que s'ils en transportent 2 fois plus, ça veut dire qu'au kilomètre passager, ça coûte moins cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais vous constaterez dans ce bilan, et ça mérite beaucoup de réflexion, que le coût investi par les régions pour leur TER varie quasiment plus que du simple au double. Plus que du simple au double. Je n'ai plus les chiffres exactement à l'esprit. Vous l'avez, le bilan? Ben voilà. Ben, je ne vais pas vous l'envoyer demain, je vais vous donner celui de mon secrétaire général. Là, c'est les revenus. Là, c'est les dépenses. Trouvez-moi les dépenses, s'il vous plaît, Jean-Marc. Là, j'avais les revenus. Et vous verrez que c'est très, très étonnant de voir comment le traitement est inégal entre les différentes régions. Mais vous dites oui comme si c'était une évidence, mais y compris inégal en termes, par exemple, combien faut-il de personnel pour faire 100 km en TER ou 1000 km en TER dans une région et dans une autre? Variation 20-30%. Pourquoi? Comment? Ça mérite nous-mêmes de nous interroger. Mais je sais aussi qu'il y a une direction TER basée à Lyon qu'on est allé visiter de la SNCF qui s'interroge, qui travaille sur ces questions. Et donc, ça veut dire que les marges de progression sont colossales, les marges de compréhension, de management sont considérables et que la SNCF elle-même en a pris son parti. Puis ensuite, il y a des choix politiques, et politiques dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des choix de services publics. Il y a des régions qui dépensent beaucoup d'argent pour des dessertes sur lesquelles il y a très peu de gens. Puis quelquefois, il y a des dépenses, excusez-moi de le dire comme ça, y compris si la séance est publique, mais on cite toujours une ligne, je ne dirai pas laquelle, sur laquelle une région a décidé d'électrifier la ligne. L'électrification a coûté 80 millions d'euros, et il y a quelques passagers par semaine, chaque semaine. Et donc, tout ça, ça mérite d'avoir une vision objective, progressiste, toujours au service de l'usager,
Et cette région a peut-être pas mal fait, moi je ne veux pas lui porter la pierre, parce que peut-être qu'au moment où elle l'a fait, elle s'est dit, ça va amener, ça va provoquer une dynamique. Elle s'est trompée, on peut tous se tromper dans nos choix politiques. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge sur ces questions et qu'on essaye de construire la meilleure réponse possible. Est-ce que l'ARAFER peut être garant des coûts pour les régions? Non. Non, ce n'est pas une mission qu'on nous a donnée. Et ça, c'est le dialogue permanent entre l'État et les collectivités locales. Et l'ARAFER n'a aucune mission dans ce domaine. Monsieur Gold, même sur les péages. Nous, on a à valider la tarification des péages de réseau. Et en ce qui concerne les péages des régions, ça n'a rien à voir avec les péages de l'open access du TGV. Hein, on est sur les conventions et donc les péages sont compris dans les conventions. Si c'est le lien entre les régions et l'État et qui va permettre de faire évoluer ou de ne pas faire évoluer cette question. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce que je pense, mais je le dirai pour finir. Monsieur Gold parlait de la rentabilité des lignes. Quand on calcule, Monsieur Gold, oui, voilà, excusez-moi, je vais visiter entre vous deux. Quand on fait la rentabilité des lignes, aujourd'hui, quand on calcule, je vous parlais de nos études économétriques, on essaye toujours de plus faire des bilans socio-économiques que des bilans économétriques. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte l'ensemble des données. Et naturellement, c'est beaucoup plus difficile, complexe et subjectif de prendre le qualitatif que le quantitatif, mais on essaye toujours de l'intégrer, en tout cas de le mentionner. C'est quelque chose d'essentiel. Et on a des collaborateurs qui sont tout à fait capables qui nous apportent beaucoup de matière. Je dois dire d'ailleurs qu'ils apportent beaucoup de matière aux différentes institutions, au gouvernement, au ministère, et parallèlement il me donne, Monsieur Vier, mon secrétaire général, me donne ce que payent en moyenne les régions. En 2016, pour chaque kilomètre parcouru par passager dans un service régional conventionné, l'usager paye en moyenne 6 centimes et demi et le complément 17 centimes 7 est payé par la région. Ce que je voulais savoir, c'était ce que ça donnait entre les différentes régions. Vous avez le tableau là? Et le tableau, c'est en Limousin, les concours publics, c'est 90% du coût. C'est le Limousin qui fait le plus gros effort et en Alsace, 65%. Donc, 65% du coût du TER est payé par la région en Alsace, 90% du coût du TER est payé par la région dans le Limousin. Vous voyez, ce sont les anciennes régions, hein, puisque c'est les chiffres 96. Voilà, merci Jean-Marc. Monsieur Houlgat nous a parlé de la structuration du groupe. J'ai répondu en évoquant tout à l'heure la question de Monsieur Jacquin. C'est un choix qui a été fait par le gouvernement. Comme je vous l'ai dit, moi, il ne m'appartient pas de juger du choix, il m'appartient de juger des conséquences que cela peut avoir sur l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. C'est l'angle qui m'a conduit à prendre celui-là. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, nos successeurs respectifs, les vôtres au Sénat, les miens à l'ARAFER, constateront que, comme pour l'énergie, il aura fallu faire une étape de plus. C'est possible et que c'était une étape obligée. Mais en tout cas, moi, je serai très, très, très vigilant sur l'absolue nécessité de l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. S'il n'y a pas d'indépendance affichée, affirmée, l'ouverture ne sera jamais réussie. Jamais réussie. Et si l'ouverture n'est pas réussie, l'incitation à sortir du malthusianisme dans lequel on est aujourd'hui, vous savez, ce malthusianisme, il est très... On peut le symboliser. Jusqu'à présent, on paye le même péage pour un train, un TGV simple, que pour un double TGV à étage. Nous, dans la tarification 2019, on s'est mis d'accord avec Réseau, et ce sera la proposition qui sera faite dans la nouvelle tarification, pour que la tarification ne se fasse pas au train, à l'unité, mais se fasse au poids. Au poids, et dans l'avenir, on n'exclut pas
prendre le chiffre d'affaires, le nombre de passagers, ce qui correspond mieux à la réalité. Mais quand on est une entreprise ferroviaire et qu'on fait par exemple, Paris-Lille, une ligne que je connais un peu, il y en a d'autres qui la connaissent, on se dit, un train à 41% de mon coût va dans les péages. Un double train à étage ou 2 trains simples, ça me coûte la même chose. Ou un train simple, ça me coûte la même chose. Au lieu de mettre 2 trains à une demi-heure, j'aime mieux mettre un train à 1 heure d'intervalle. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, puisqu'il y a plus de demandes. Mais au lieu de mettre 3 trains en 1 heure, on met 2 trains en 1 heure, parce qu'on paye moins de péage que si on en met 3, même si les 3 sont plus petits. Et donc, on n'a pas de système de péage incitatif au développement du trafic. Et il faut réellement qu'on aille vers un système incitatif. Plus de demandes, plus d'offres, plus de TGV, plus de trains qui circulent, y compris sur le TER. Monsieur Vaspart, vous évoquiez les questions des contentieux, quoi, des risques de demande de suppression ou de limitation de services. Je ne réagis pas comme vous, parce que je pense que si des opérateurs viennent dire on prend du Paris-Rennes, un opérateur extérieur dit voilà, nous on veut des sillons sur le Paris-Rennes à péage 10, puisqu'elle est assez rentable. Et puisque vous avez mis le Paris-Saint-Malo à péage 6, eh bien on prend en même temps du Paris-Saint-Malo. L'intérêt de toutes les collectivités, y compris de la région qui finance du TER, ce sera de dire, si on nous amène des gens de Paris pour développer la région, si on permet le transport plus important de Paris à Saint-Malo, c'est notre intérêt. Et donc, ils n'iront pas, ils pourront peut-être s'interroger sur les horaires, la fréquence des lignes TER dans leur convention TER pour bien les adapter avec les Paris-Rennes et les Paris-Saint-Malo d'un nouvel opérateur. Mais je pense que ce sera dans l'intérêt du développement économique des régions. Et vous évoquiez le rôle de l'ARAFER dans les relations de la SNCF avec les collectivités locales. Non, on n'a aucun rôle. On n'a aucun rôle. Moi, je peux simplement vous dire une impression que j'ai. C'est que je trouve que la SNCF progresse dans ce domaine. Elle vient de loin parce que pendant longtemps, on a eu d'un côté le monde des élus et de leurs techniciens, puis de l'autre côté, le grand monde aussi de la SNCF. Chacun faisait son travail dans son coin, on se rencontrait 3 fois, on disait non, la convention est trop chère, je veux moins 2%, puis ils se revoyaient, puis ce sera, allez, moins 1,5%, donc d'accord, on signe, puis c'était terminé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'interactions, et la manière dont l'ouverture du marché va venir percuter tout ça conduira la SNCF à un dialogue constructif, de plus en plus constructif avec les régions. Et M. Corbizet, vous avez évoqué 2 questions. Les règles européennes, oui, les règles européennes, elles sont extrêmement claires. C'est la directive de 2012, c'est le règlement OSP, c'est le 4e paquet décembre 2016. Il faut un opérateur indépendant qui gère l'infrastructure, qui gère les rails, qui soit propriétaire des rails et qui gère les rails. Et c'est l'indépendance de SNCF Réseau. Quant à l'aménagement des gares dont vous parlez, naturellement, ça doit faire l'objet d'un accord entre la SNCF et entre SNCF Réseau et maintenant la filiale, qui sera la filiale, la SA, qui gérera les gares en filiale de SNCF Réseau. Mais vous savez, là où on gagne le plus d'argent dans le monde ferroviaire en France, c'est dans les grandes gares. Les grandes gares sont aujourd'hui des endroits où on gagne de l'argent parce que, vous voyez comment elles se développent. Hein. Si vous voyez les grandes gares parisiennes, vous vous en rendez compte tous les jours. Mais si vous voyez les grandes gares de province, que ce soit à Lyon, que ce soit à Lille, dans toutes les métropoles, il y a une 30aine de gares en France qui ont un développement du type Saint-Pancras, comme
ça a été la première à se développer comme ça, ce sont des gares où on gagne de l'argent. La question est de savoir comment cet argent que l'on gagne, d'abord, ne va pas alimenter le trou de réseau qui existe, et ça j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de dispositions législatives qui étaient prévues pour l'assurer, et deuxièmement, comment on réinvestit tout ça dans une logique de développement. Moi je crois qu'il y a 3000 gares en France, hein. Et donc moi je vous parle des 35, il y en a une bonne centaine, 130 de catégorie A, c'est-à-dire des grandes gares, 35 qui sont des très très grandes gares de type non, 19 qui sont des très grandes gares de type Saint-Pancras, excusez-moi, je me trompais dans le chiffre. Et il faut voir comment cette société gérera le développement, le fait de tirer vers le haut. J'ai entendu une très belle formule citée par l'un d'entre vous que je ne vais pas citer pour ne pas faire monter le rouge aux joues, lui faire monter le rouge aux joues, mais il disait, parce qu'il a été à la fois élu local et parlementaire, sénateur maintenant, il disait que les gares peuvent devenir des magnifiques maisons de service public dans un certain nombre de villes. Et c'est vrai, je trouve que c'était tout à fait juste. Et donc, il y a de ce point de vue-là beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de perspectives si on permet à Gares & Connexions, le futur Gares & Connexions, d'être vraiment maître de son destin. Je vous le rappelle, 17 000 salariés, dont aujourd'hui 1700 seulement qui travaillent réellement, qui sont réellement salariés de Gares & Connexions. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais répondre à l'ensemble de ces interpellations. Merci infiniment, Monsieur le Président, d'avoir répondu de manière aussi précise et aussi complète. Et puis merci d'être revenu et d'avoir pu utilement nous éclairer à la veille de ce débat important. On suivra ça avec intérêt. Et on va même permettre à... On a horreur que... Vous savez, on a à l'ARAFER, j'en profite pour conclure là-dessus, puisque vous serez saisi dans le cadre de la loi de finances, et je vais me battre dès maintenant pour que le ministère du Budget... C'est le ministère du Budget qui fixe notre quota d'emploi d'ETP chaque année comme autorité indépendante. L'année dernière, on avait demandé 10 emplois supplémentaires, ne serait-ce que pour assumer les conséquences de la loi Macron. Moi, je pensais que loi Macron, demande de poste, ça allait aller tout seul. Je ne les ai pas eus. Donc là, non seulement on a ces 10 de l'année dernière, mais tout ce que le texte intègre comme mission complémentaire pour l'ARAFER va nécessiter non seulement des nouvelles compétences, mais aussi des nouveaux UTP, mais aussi des nouvelles compétences, des nouveaux métiers qu'on va devoir faire. Et donc, je vous dis, voilà, je compte beaucoup sur vous pour que vous soyez cohérents comme l'est toujours le Sénat. Vous pouvez en être assuré. Merci beaucoup.